Dans cette leçon, on va présenter un exemple concret donc, expliquer donc, les différentes étapes pour créer un modèle. Donc, la leçon précédente, on a présenté les étapes en général, mais cette fois-ci, on va utiliser des exemples concrets. Alors, pour cet exemple, donc, on va bien sûr créer plusieurs types de modèles basés sur des modèles, donc des modèles basés sur plusieurs types de réseaux de neurones artificiels. Donc, il y a le SLP et le MLP, donc le single et le multi-couche. On va commencer avec le simple couche et la partie 2, dans la prochaine séance, on va découvrir multi-couche avec une couche et deux couches intermédiaires. Alors, donc pour l'instant, dans cette leçon, on va découvrir un exemple pratique pour TensorFlow et la création de perceptrons monocouche, donc SLP avec TensorFlow. Alors, bien sûr, on va prendre des exemples, des données. Donc, ce qu'on va faire, on va créer des données donc, pour les analyser. Mais avant cela, on va importer nos différents modules et bibliothèques. Et bien sûr, on va insérer ce code. Donc, on va modifier l'environnement une variable d'environnement concernant le système d'exploitation afin d'éviter l'erreur, le plantage de notre code avec notre notebook. Donc, ceci pour lorsque le programme donc il va utiliser l'API donc une API qui va permettre le multitâche. Donc pour éviter de chargement de deux versions, donc on va éviter cette vérification. Donc on va insérer ce code. Ensuite on va importer TensorFlow, ensuite NumPy et PyPlot pour afficher le résultat du suivi de notre modèle. Donc pour voir les performances de notre modèle. Alors les données d'analyse, bien sûr, on va créer des données pour l'entraînement. Ensuite, on va créer des données pour le test, donc des tensors. Donc, quand il y a 11 points, donc l'ensemble des données sont des données 11 points qui ont des coordonnées. Les coordonnées, c'est X et Y. Donc, on va créer un autre tensor qui contient les classes. Donc, pour chaque point, il est classé dans soit la classe 1 ou la classe 2. Donc, la classe 1, elle a comme indice, c'est 0, et la classe 2, elle a comme indice, c'est 1. OK? Les 6 premiers vont appartenir à la classe 1 et les 5 derniers, donc ils vont appartenir à la classe 2. On va créer ce tableau avec NumPy, on va insérer donc les coordonnées, les caractéristiques vont se trouver dans la variable, un tableau, donc la variable input x. On va prendre un exemple. Par exemple, donc, bien sûr les étiquettes, ça veut dire leur classe, vont être contenues dans la variable input y. Donc input x, il contient les coordonnées, les caractéristiques x et y, et input y, c'est l'étiquette. L'étiquette, ça veut dire l'appartenance à la classe. Donc on a deux classes, la classe 1 et la classe 1 et la classe 2, où la classe 1 c'est l'indice 0 et la classe 2 c'est l'indice 1. Par exemple, si notre modèle nous donne comme résultat par exemple 1, 0, hein, donc ça veut dire que ces caractéristiques appartiennent, donc ces coordonnées appartiennent à la classe 1, parce que le 1 il est positionné dans la partie droite. Donc ça c'est la classe 1, ça c'est la classe 2. Ici, il nous donne ce résultat, donc ça veut dire que le 1 il est placé dans la deuxième classe, donc ça veut dire que les coordonnées appartiennent à la deuxième classe. Très bien. Donc les résultats des tests des réseaux neuronaux sont des nombres flottants. Donc à la fin, donc, ils vont nous donner des nombres flottants, donc indiquant la probabilité qu'un élément appartienne à la première ou à la deuxième classe. Donc c'est lorsque l'extension de notre modèle, donc le modèle étendu avec l'ajout de la couche softmax. Voilà. Donc on va, par exemple, si notre modèle nous donne ce résultat. Donc là, on remarque que cette valeur, elle est proche de 1 et cette valeur, elle est loin de 1. Donc le 1, ça veut dire 100%. Donc il y a de fortes
possibilité, donc forte probabilité que le cours donné, donc les caractéristiques qui ont donné ce résultat, après leur passage dans le réseau de neurones artificiels, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces coordonnées ou ces caractéristiques appartiennent à la classe 1. Donc ça, c'est la partie de la classe 1, ça c'est la partie de la classe 2. Ça veut dire que 91% la classe 1 et 9% la classe 2. Donc ça veut dire que la classe 1, c'est elle qui remporte le- donc ça veut dire que les caractéristiques injectées dans le modèle, donc le modèle a prédit une classification de classer ces coordonnées dans la classe 1 parce qu'on a une grande probabilité dans le côté, donc la partie de la classe 1 et non pas la classe 2. Voilà, ça c'est pour comment interpréter les résultats. Voilà, très bien. Donc on va créer bien sûr les données, donc ça sont les coordonnées, donc les données, et ça c'est les Y, input Y, c'est les étiquettes, l'appartenance à des classes. Donc on a 11 points, et là on a 11 classes. Donc 6 classes, les premiers 6 classes c'est la classe 1, donc 1, 0 ça veut dire la classe 1, et les 5 derniers c'est la classe 2. Le 1 il est positionné dans la deuxième partie, donc la classe 2, voilà. Donc par exemple, c'est ce point-là, avec les coordonnées x et y, 1, 3. Donc on parle dans un graphique, il va être positionné dans x1 et y3. Donc c'est un point dans un plan, dans un graphique. Donc ça veut dire ces coordonnées, donc normalement ils font partie de la première classe. Donc les 6 premiers, ça veut dire ce point 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Tous ces 6 points appartiennent à la première classe. Et les 5 derniers appartiennent à la deuxième classe. Voilà. Donc 6 fois 1, 0, ça veut dire 1, 0, virgule 1, 0, virgule 1, 0, virgule 1, 0. 6 fois ensuite 0, 1, 0, 1, 0, 1. Donc 1, 0, ça veut dire première classe et 0, 1, ça veut dire deuxième classe. Donc je vais exécuter pour afficher le x et y, voilà. Donc ça c'est input x et ça c'est input y. Alors, revenons à notre modèle, donc ça ce sont les données d'entraînement. Ce sont des tenseurs, donc on va les convertir. Hein. On va convertir ces tableaux NumPy, on va les convertir en tenseurs pour ensuite les utiliser avec notre modèle pour l'entraînement, l'apprentissage. Voilà. Alors, n'oubliez pas, donc il faut toujours créer un tableau NumPy. Alors, on va visualiser ces points. Donc, on va visualiser chaque point de la variable input x. Donc, bien sûr, input x, c'est un tableau qui contient des points. Donc, chaque point a un x, abscisse et ordonnée. Donc, ces coordonnées sont abscisses et ordonnées. On va les afficher dans un graphique pour bien visualiser ça. Et pour diviser, donc pour faire la distinction entre les 6 premiers points qui appartiennent à la première classe et les 5 derniers points qui appartiennent à la deuxième classe, on va utiliser bien sûr des couleurs différentes. Donc les couleurs différentes vont être donc les classes input y. On va utiliser ce tableau. Ou un autre tableau qui a la même signification que le input y. Donc pour ce faire, on va créer la variable yc égale 5 fois 0 et 6 fois 1. Ce n'est pas la même chose que input y. Hein. Input y, c'est 6 fois 1, 0 et 5 fois 0, 1. Ça veut dire 6 étiquettes de la première classe et 5 étiquettes de la deuxième classe. Alors que la variable yc, c'est 5 premiers, donc la classe 0, donc la classe 1, et les 6 derniers, c'est la classe 2, ou l'indice 1. Donc il y a une différence. Ici c'est 6, là c'est 5, ici c'est 5, là c'est 6. Donc vous allez comprendre pourquoi on a fait ça.
Alors je vais afficher X, Y, voilà. Ensuite, bien sûr, je vais créer un graphique, un nuage de points, scatter, avec PyPlot. C'est pour cette raison qu'on a importé Matplotlib. Ensuite, je vais afficher chaque point de input X. Donc je vais choisir les abscisses de chaque point et les ordonnées de chaque point. Donc pour choisir les abscisses, donc je vais choisir toutes les lignes de la première colonne. La première colonne, c'est les abscisses. Ce 1, le 1, le 1, le 1, 5, le 2, 5, le 2, le 3, etc. Donc ça, c'est la partie abscisse, X, virgule, ensuite la partie Y. Donc c'est la deuxième colonne de input X. La deuxième colonne, ça veut dire ces valeurs-là. Voilà, la deuxième colonne. Très bien. Ensuite, pour distinguer les deux classes, donc chaque point doit appartenir à une classe pour distinguer entre les deux groupes ou les deux classes de points. Je vais utiliser bien sûr le codage YC. YC, elle contient 11 valeurs. Les 5 premiers, c'est 0, ça veut dire la première classe, et les 6 derniers, c'est 1, ça veut dire la deuxième classe. Donc lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre pour chaque point, il va lui donner une couleur d'après son appartenance à une classe. Donc normalement, je vais avoir les 5 premiers points avec une couleur et les 6 autres points avec une autre couleur. Bon, S égale 50, ça c'est la taille du point, et alpha 0,9, c'est la transparence. J'exécute. Voilà, donc ça c'est YC. J'ai demandé à l'afficher. Donc vous voyez 0, 0, 0, 0, 0, donc 5 0 pour les 5 premiers points. Voilà, qui ont une couleur. Et le 1, 1, on a 6, 1, ça veut dire les 6 restants points avec une autre couleur. Donc ça c'est un groupe. Et ça c'est un groupe. Mais il y a un problème. Bon, pour rendre la chose encore plus compliquée, le jeu de couleurs n'est pas le même que les étiquettes de classe. Les étiquettes de classe, donc les 6 premiers points appartiennent à la classe 1 et les 5 autres à la classe 2. Alors que les couleurs, les 5 premiers et non pas les 6 premiers. Les 5 premiers appartiennent à la classe 1 et les 6 autres appartiennent à la classe 2. Donc on a un problème avec le 6e point qui est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc le 6e point avec les étiquettes input Y, elle est classée dans la première classe. Voilà. La première classe, elle va jusqu'au 6e point. Voilà, fois 6. Donc le 6e point normalement au début, ça, il avait donc, ce point était classé dans la première classe. Mais avec le jeu de couleurs que j'ai utilisé, j'ai classé le 6e point, non pas dans la première classe, mais dans la deuxième classe. Donc c'est 2,5 et 1,5. Le X c'est 2,5 et le Y c'est 1,5. Donc c'est ce point-là. Donc normalement, lorsque je vais injecter les valeurs d'apprentissage, les tensors, donc je vais convertir en tensors. Lorsque je vais les passer au modèle pour l'apprentissage, normalement, je vais lui dire que les 6 premiers points, ça veut dire le 6e point jusqu'au 6e point, ils appartiennent tous à la première classe. À la première classe. OK? Et les 5 autres appartiennent aux deuxième classe. Donc, il va apprendre de cette façon, avec ce principe. Mais, lorsque j'ai affiché le graphique, j'ai explicitement mis le 6e point comme faisant partie de la deuxième classe, ce point-là. Donc normalement, lors de l'apprentissage, ce point va avoir la couleur cette couleur noire ou violet foncé. Et non pas jaune. Ok? C'est tout simplement l'étiquette qui le dit. L'étiquette. C'est celle-là. Voilà. Ça, c'est l'étiquette du 6e point. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Donc 6.
l'étiquette, elle mentionne que le sixième élément, le sixième point, fait partie de la première classe. Donc j'ai ajouté, j'ai rendu le principe, donc l'exemple plus complexe, pour voir est-ce que le modèle va corriger ça, va deviner que le point, il appartient à la deuxième et non pas à la première. Parce que, entre nous, lorsque j'affiche les points qui vont être injectés pour l'apprentissage, normalement, ce point-là ne fait pas partie de cette première classe. Donc il fait partie normalement, il fait partie de la deuxième classe, d'après la position. Donc ça, c'est la limite. Donc normalement, le modèle va faire une division ici et classer les points d'après leur appartenance, d'après ce qu'il a appris. Donc normalement, le sixième point, il appartient à la deuxième classe et non pas à la première. Donc on va voir est-ce que le modèle va corriger ça. Il va bien choisir l'appartenance du sixième point. Est-ce que c'est la première classe ou la deuxième? Donc s'il va le classer dans la première classe, il va lui donner la même couleur que ces points-là. Mais entre nous, ça, c'est pas vraiment correct. Et s'il va lui donner la couleur jaune, ça veut dire qu'il a bien repéré, il a bien distingué les deux classes, et il a bien fait de corriger ce que moi j'ai fait comme erreur normalement. Voilà. L'erreur, c'est que ce point-là, je l'ai classé dans la première classe et non pas la deuxième classe. Voilà, on va continuer. Voilà. Donc maintenant, la prochaine étape, bien sûr, on va convertir nos tableaux NumPy en tensor. Donc je vais convertir les coordonnées, donc input x en tensor, avec bien sûr, je vais créer une nouvelle variable, train feature, égale le TensorFlow, bien sûr. Ensuite, la fonction convert to tensor, on a déjà fait ça. Et entre parenthèses, je vais lui donner le tableau donc à convertir, la structure à convertir. La même chose pour y. Hein. Et je vais afficher les deux. Donc ça, c'est le tensor des coordonnées, x, y. Et ça, c'est le label, l'étiquette. Donc input y, normalement, qui a été transformé. Voilà. Très bien. Donc maintenant, j'ai les données d'entraînement prêtes pour les faire passer à mon réseau de neurones. Maintenant, on va créer le modèle. Donc pour la création du modèle, j'ai fait donc cette image. Donc ça, c'est la structure. Donc ça, c'est la structure neuronale de mon modèle. Donc il contient deux couches. Une couche dense et une couche dense. La première, elle contient deux neurones. La deuxième, elle contient deux neurones. Donc les X1, X2, ça va être bien sûr les deux tensors. Voilà, ce tensor et ce tensor. Et le Y, c'est Y1, Y2. Donc c'est la prédiction. Normalement, elle doit correspondre à ce tableau. C'est ça l'entraînement. Donc bien sûr, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire plusieurs itérations pour corriger, donc pour minimiser les pertes et pour augmenter la précision. Donc je vais commencer par créer cette structure. Donc je vais faire appel. Donc je vais créer une variable qui s'appelle par exemple modèle pour être cohérent avec le TP, donc l'exemple. Donc modèle pour modèle égale TF. Je vais faire appel à Keras et la fonction séquentielle pour créer les couches. La première couche, ça va être Keras layer dense, de type dense, et non pas flatten ou normalisation. Donc dense, elle contient deux neurones, virgule. La deuxième couche, c'est toujours dense, elle contient deux neurones. Donc ça, ce sont les neurones d'entrée, ça c'est le neurone de sortie. Donc n'oubliez pas qu'on est en train de créer un réseau de neurones de type simple couche. Donc SLP. Voilà. Voilà. Pour ne pas. Voilà, c'est le SLP, donc Single Layer Perceptron. Très bien. Donc je vais exécuter ce code. Très bien. On a créé un réseau de neurones simple, un modèle simple, mais il est suffisant pour réaliser la prédiction et le classement des données. Donc comme il s'agit d'un problème de classification binaire, ça veut dire quoi classification binaire? Ça veut dire j'ai deux classes, soit dans la première classe, soit la deuxième classe. Donc je vais utiliser un algorithme
pour l'optimisation, donc un algorithme qui s'appelle Binary Cross Entropy, comme une fonction de perte pour la compilation. Donc je vais compiler cette fois-ci, donc c'est bon, on a créé. Je vais compiler, donc première étape, on a créé les données, on les a converties en tenseurs. Ensuite, on a créé le modèle, les couches. Ensuite, la compilation. Donc, bien sûr, pendant la compilation, je vais mentionner les paramètres qui sont optimiseurs, choisir l'algorithme, la fonction de perte. Voilà. Donc, ça, c'est pour la fonction de perte. Je vais choisir Binary Cross Entropy. Et bien sûr, je vais passer la métrique qui est la précision. Donc toujours pour rappel, l'optimiseur, donc on choisit SGD, donc il s'agit d'un optimiseur qui est un algorithme. Ça, c'est un algorithme chargé de mettre à jour les poids du réseau pour minimiser la fonction de perte. Donc c'est ça l'intérêt de l'optimiseur, c'est pour corriger les poids et les biais, hein, afin de minimiser la fonction de perte. Donc la fonction de perte loss, c'est la fonction de perte qui mesure à quel point la prédiction du modèle sont éloignés de la réalité. Ça veut dire qu'est-ce qu'il va faire? Il va diviser le résultat, il va diviser le nombre de prédictions correctes sur le nombre d'entrées, donc réelles, sur le nombre de prédictions réelles, donc de résultats réels. Et normalement, ce nombre, plus il est faible, plus c'est meilleur. Bon, from logits égale true, c'est tout simplement pour garder, laisser la fonction donc, de perte elle-même pour avoir une meilleure stabilité. Donc, pour dire que pour ne pas faire passer les résultats, les sorties, par une fonction d'activation. Donc, cette étape sera effectuée par la fonction de perte elle-même pour meilleure stabilité numérique. Voilà. Et bien sûr, la métrique. Donc la métrique, c'est tout simplement, elle mesure, elle est utilisée pour évaluer les performances du modèle. Voilà. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer l'entraînement. Donc, c'est bien, c'est très important de bien choisir les paramètres pour une meilleure compilation, tout simplement pour rendre notre modèle plus performant et corriger la sortie. Là, l'entraînement, on va utiliser toujours la fonction fit. Donc, et je vais sauvegarder les résultats de l'entraînement dans une variable h. On va parler de ça ensuite. Pourquoi on l'utilise? Tout simplement pour afficher graphiquement dans un visuel. On va visualiser sur un graphique les résultats de l'entraînement. Et donc les résultats de l'entraînement, ça va être, il va nous donner chaque époque. Donc l'époque, c'est l'itération. Donc pour chaque époque, il va me donner deux valeurs qui sont la précision et les pertes. La fonction de perte, une valeur de perte, loss. Ensuite, on va voir l'avancement de l'apprentissage sur un visuel graphique. Donc, on va afficher la progression de la perte. Est-ce que ça augmente ou ça diminue? Bien sûr, l'objectif, c'est d'avoir des pertes faibles. 0 ou proche de 0, l'idéal, c'est 0. Et la précision, elle doit être proche de 1. Donc plus c'est 1, c'est l'idéal, donc plus c'est proche de 1, plus c'est meilleur la précision. 1, ça veut dire 100%. Ça veut dire que les sorties, donc les prédictions et les valeurs réelles sont les mêmes. Donc ça veut dire c'est la même chose. Il a prédit la réalité. Donc on va avoir 1 ou proche de 1. Donc on va les afficher dans un tableau. C'est pour cette raison que j'ai utilisé une variable h afin d'utiliser ces valeurs pour afficher un graphique pour les pertes, la progression des pertes et la progression, la précision de notre modèle. Donc j'utilise modèle.fit, donc pour entraînement, je vais lui passer bien sûr les tenseurs d'entraînement. Train features contient les coordonnées x, y et train label contient les étiquettes. Ça veut dire à quelle classe appartient chaque coordonnée d'entraînement. Maintenant, époque. Époque, c'est le nombre d'itérations. Donc je vais choisir 2000. C'est vraiment largement suffisant pour avoir un modèle performant.
Ça va prendre du temps, bien sûr. Et là, normalement, on va voir la différence entre les différentes plateformes. Donc, ça veut dire la puissance de l'ordinateur va jouer un grand rôle pour avoir un résultat rapide, un entraînement rapide. 2000, ça va prendre un certain temps, donc ça dépend des performances de votre ordinateur. Et c'est là qu'on fait appel au GPU et le CPU, surtout le GPU bien sûr. Donc je vais lancer l'entraînement, ça va prendre un certain temps. Alors j'ai un problème. Ah, j'ai pas encore compilé. Ah, je dois compiler, donc voilà, j'exécute. Ensuite, je vais lancer l'entraînement. Voilà. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout simplement afficher, voilà, il va afficher, voilà, voici la progression pour chaque époque. Donc là, il y a 79 étapes, itérations. Il affiche la précision et les pertes. Ok? La précision et les pertes. Et le temps pour chaque époque, donc la durée de chaque époque. Donc là, on est à, voilà, presque 200, voilà, 200, etc. Donc on va le laisser travailler jusqu'à atteindre les 2000 itérations. En tous les cas, normalement, après les 2000, donc les pertes vont diminuer jusqu'à atteindre 0 ou proche de 0. Et la précision, elle doit augmenter jusqu'à atteindre 1 ou presque 1 pour avoir un modèle performant. Ça veut dire qu'on peut compter sur ces prédictions. Ces prédictions sont correctes. Voilà, on est à 400 itérations, donc il reste 1600. Donc si on affiche le gestionnaire des tâches performance, donc vous voyez l'utilisation de la mémoire, l'utilisation du processeur, donc 74%. Ça, c'est le nombre de cœurs. Donc, voilà. Là, j'ai 4 cœurs logiques, bien sûr, et j'ai normalement 2 cœurs physiques. Voilà, les 2 cœurs physiques. Et les processeurs logiques grâce à l'hyperthreading de Intel pour simuler un processeur physique. Chaque processeur physique, il va le diviser en 2 processeurs logiques. La virtualisation et des écrans, ça n'a rien à voir, mais juste pour information, ça c'est un processeur i3 de 3e génération, donc c'est pas vraiment puissant, mais quand même ça marche. Il est lent, bien sûr. Voilà, on est à 600 itérations. Donc là, il est en train de corriger les prix de ses prédictions. Donc c'est les valeurs de perte. Et c'est là que l'algorithme l'algorithme de précision entre en jeu. Donc c'est pour voilà pour corriger donc les poids des liaisons et les billets afin de minimiser la fonction de perte. Donc là, normalement, voilà, la précision, elle est presque 1. On est à 0,9. Donc on n'a pas atteint 1000 itérations. Déjà, il a presque atteint les 1. Donc la précision, elle est normalement, elle est bien. Donc elle est bien. Notre modèle elle est bien précis. Donc la précision, elle est presque 1. Ça, c'est bien. Et la perte, elle est à 0,4. Si je défile, normalement, elle doit diminuer. Donc là, on a 0,4238, 4234, 4230. Donc elle est en train
les pertes, donc la fonction de perte, donc loss, donc les pertes sont en train de diminuer, ce qui est un bon signe. Normalement, ils doivent arriver à atteindre presque zéro, donc l'idéal c'est zéro, mais on n'a pas encore atteint les 1000 itérations. Déjà, on est à 0,400, voilà, 4037, 28, 20, 20, 16, 13. Voilà, elle diminue de plus en plus, mais la précision, elle est presque stable, hein. On a atteint 0,9, donc au début, c'était combien? La précision, voilà. Voilà, la précision au début, elle était de 0,36. Et les pertes, c'était 1,34. Voilà. Mais à force d'avancer, donc, la précision, elle a diminué un petit peu. La précision, ensuite, hop, elle a augmenté. Donc de 0,18, 0,09, elle a diminué jusqu'à 0,09. Ensuite, voilà, 0,18, 0,45. Donc ça, c'est la précision, elle est en train d'augmenter. Et les pertes, vous voyez que voilà, c'était donc les pertes au début c'était 1,13 ou je sais pas 1,34. Ensuite 0,9, 0,8, 0,7. Voilà. Voilà, donc on est arrivé à quelle itération? On est presque 1000. Voilà, presque 1000. On est à 900. Voilà, donc la précision s'est arrêtée à presque 0,991. Et les pertes ont donc normalement normalement on est à 972. Voilà, donc après les itérations, donc on va voir les résultats. Donc pour chaque résultat, on va avoir, il va nous afficher la précision et la perte. Donc normalement elle a baissé, n'a pas atteint le 1, le 0, et la précision a toujours été proche de 1, c'est bien. Donc la précision idéale c'est 1, 100%, et la perte loss c'est idéal, c'est 0, ou proche de 0. Donc cependant, il est clair que cette sortie n'est pas la plus simple, donc on ne peut pas exactement savoir, c'est pas vraiment clair pour comprendre le comportement de notre modèle, le réseau de neurones, pendant la phase d'apprentissage. C'est pour cette raison on va utiliser cette sortie H, donc qui contient les étapes d'entraînement pour chaque itération. On va l'utiliser pour afficher un graphique. Donc je vais utiliser cette variable .history, donc propriété history. Elle va afficher l'historique de accuracy, donc la précision, donc l'historique de la précision pour chaque étape, époque, itération. Donc là, elle a diminué la précision, c'est pas un bon signe. Ensuite, elle a commencé à augmenter, ça c'est un bon signe, jusqu'à atteindre presque 1. Voilà. Et elle s'est arrêtée à cette valeur. Voilà. Ça, c'est les 2000 itérations. Et l'autre, voilà, l'autre entrée, c'est les loss, c'est les pertes. Donc les pertes, vous voyez, elle a commencé à 1,30. Elle a commencé à diminuer jusqu'à atteindre, normalement, c'est... Bon, la suite, c'est un tableau et donc, qui contient 2000 lignes, donc n'a pas affiché la suite, mais presque 0,2. Donc pour extraire les valeurs de perte et de précision, donc je vais utiliser une variable. Donc je vais créer une variable loss set, ça veut dire l'ensemble des pertes pour les 2000 itérations. Pour chaque itération, il va me donner une valeur de perte. Normalement, on va commencer par 1,3 et diminuer jusqu'à 0,2. Donc je vais utiliser h.history entre crochets, bien sûr, je vais choisir loss. Et pour la précision, la même chose, accuracy, donc set, la variable, elle va contenir history, accuracy. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre pour chaque époque, donc je vais la sauvegarder dans la variable époque 7. Voilà. J'exécute le code. Donc pour donc, afficher l'historique des pertes, c'est cette variable, et l'historique des précisions, c'est cette variable. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais afficher dans un tableau. Donc je vais utiliser un tableau ligne, plot.
Euh, donc, bon, euh, je vais afficher cette variable. Voilà. Je vais afficher les deux, donc l'os et la précision. Donc ça, ce sont les pertes. Ça, ce sont les pertes. Et ça, c'est la précision. Ça, c'est la précision. Les valeurs de précision. Et ça, ce sont les époques. Les époques, ça veut dire nombre d'itérations. 1, 2, 3, 4. Chaque itération, il a calculé, donc il m'a donné la précision et la perte. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer un graphique dans l'axe des abscisses. Le premier, donc, ça va contenir les pertes, l'os et la précision. Et l'axe des ordonnées, c'est les époques. Plutôt le contraire. L'axe des abscisses, ça va être les époques. Et l'axe des ordonnées, ça va être la précision et les pertes. Je vais afficher une légende. Et pour chaque, donc je vais choisir une couleur différente ou un symbole différent. Donc le graphe va contenir pour les abscisses, c'est les époques, donc les itérations. Et pour les ordonnées, donc pour le premier graphique, tracé de graphique, ça va être les pertes. Donc je vais choisir toutes les lignes avec un pas de 100. Ça veut dire qu'il ne va pas prendre toutes les valeurs. Il va à chaque fois sauter, il va prendre 0, ensuite 99, ensuite voilà. Il va sauter avec un pas de 100. Et pour donc le symbole c'est O, ça veut dire des points. Et le label c'est l'os. La même chose avec par exemple donc pour la précision. Donc c'est toujours les époques. Pour chaque époque, on a toujours la même, on va afficher la perte et la précision pour la même époque. Alors, je vais prendre par exemple 100 pas. Voilà, 100 pas. Et ici, c'est 100 pas. Donc, les abscisses, c'est toujours les itérations. Et l'axe des ordonnées, donc Y, ça va être la précision. Donc, AC7. C'est cette variable-là. Voilà. C'est ça, AC7. Voilà, la voici. Voilà. Très bien. Donc, je vais choisir par exemple plus. L'axe des ordonnées, ça va être l'os accuracy. Et l'axe des abscisses, je vais lui donner le nom de époque. Et bien sûr, je vais afficher une légende. La légende, elle contient les labels pour chaque variable. Donc voilà. Donc, non, 50. C'est mieux pour la précision. Un pas de 50, il va afficher ou 20. Oh, 50, on va laisser 50. Je vais exécuter une deuxième fois. Très bien. Donc là, ce qu'on remarque, ça, c'est un graphique, c'est un visuel qui présente l'avancement de l'entraînement de notre modèle. Donc les époques, jusqu'à 2000, bien sûr. OK, 2000 itérations. Et l'axe des ordonnées, il contient en même temps les pertes et l'accuracy, donc la précision. Les pertes, c'est en bleu, les points en bleu, et la précision, c'est le plus, orange. Ben, qu'est-ce qu'on remarque tout simplement? Plus les itérations donc avancent, progressent, et plus la perte, elle diminue. Et ça, c'est un bon signe. L'IDIA, c'est atteindre 0, mais là, elle se rapproche de 1, 0. Donc, c'est 0,22 ou 23. Donc, ça, c'est bien. Concernant la précision, elle a commencé par une valeur 0,45 à peu près. Elle a diminué jusqu'à presque 0,15 ou 18.
Ça, c'est un mauvais signe. Ensuite, elle a augmenté directement jusqu'à presque 1, donc 0,9, et elle est restée stable, donc c'est 0,9. La preuve ici, donc, la précision, elle a commencé par 4, 0,4, elle a diminué jusqu'à 0,18. Ensuite, elle a sauté directement à 0,45. Ensuite, elle a atteint 0,9, 90, 82, etc. Elle est restée à cette valeur de précision. Donc, c'est bien presque 1. C'est pour cette raison que j'ai une ligne droite. Et les pertes ont diminué. Donc, ça, c'est un bon signe. Donc, la valeur de perte, donc, la perte, toujours pour rappel, c'est quoi la perte? C'est la différence entre prédiction et réel. Les valeurs de prédiction et les valeurs réelles, nos étiquettes, elles diminuent pendant la phase d'apprentissage. Donc, optimisation des pertes. C'est ça l'optimisation des pertes. Grâce à l'algorithme qu'on a utilisé avec l'optimiseur. L'optimiseur, on a utilisé un algorithme pour faire, qui va corriger le poids des liaisons des artères et le biais pour chaque neurone. Donc, il va corriger ces paramètres pour avoir des pertes faibles. Une faible valeur des pertes et la précision, bien sûr, c'est quoi? Pour rappel, c'est le nombre de prédictions correctes divisé par le nombre total de prédictions. Donc, augmente. Donc, si, par exemple, le nombre de prédictions correctes égale au nombre total de prédictions, on va avoir 1. Donc, ce qui est l'idéal. Donc, il va augmenter pendant la phase d'apprentissage. Ça, c'est un bon signe. Voilà. Il va presque atteindre 1. Ça, c'est un bon signe. Donc, on va passer maintenant à l'étape de test. On va tester notre modèle. Pour cette raison, on va créer un nouveau jeu de données. OK? Ce jeu de données, on va l'utiliser pour tester. Alors, on va tester notre modèle. Donc, on n'a pas encore évalué. Donc, on va commencer par le test. Donc, on va lui donner des données. Donc, on va lui passer des données qu'il n'a jamais vues auparavant. Donc, ça, c'est un nouveau jeu de test, jeu de données. Donc, pour voir ce qu'il a appris, donc, on va créer un jeu de test X et test Y. Le test X contient les coordonnées des points, 11 toujours, 11, voilà. Et les Y, bon, ça peut être n'importe quel nombre. Et les étiquettes, ça va être 11 étiquettes. Donc, 5 premiers, la classe 1, et 5, les 6 derniers, la classe 2. Ensuite, on va les convertir en tensor. Hein. Test X, on va le convertir en tensor test feature et test Y en tensor test label. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va évaluer notre modèle. Donc, pour l'évaluer, on va utiliser la fonction evaluate sur notre modèle. Et on va passer test feature, voilà, le tensor du test des caractéristiques, et le test label, le tensor des étiquettes. Et normalement, le résultat, on va les affecter aux deux variables, test loss et test accurate, pour afficher ces deux variables. Donc, je vais exécuter le code très bien. Et vous voyez que on a de bons résultats. Donc, l'accuracy, c'est 1, c'est parfait. Donc, la précision, elle est de 1. Ça veut dire quoi, précision de 1? Ça veut dire que le nombre de prédictions égale au nombre total de prédictions. Donc, le nombre de prédictions correctes égale au nombre total de prédictions. Donc, c'est 100% précis. Et les pertes, c'est presque 0. Donc, 0,12. Voilà, c'est faible. Ça, c'est un bon signe. Donc, comme vous pouvez le constater, la précision est optimale. Compte tenu de la simplicité, bien sûr, de la classification, on peut donc s'attendre à un très bon niveau de prédiction de notre modèle nouvellement formé. Bien sûr, là, on est en train d'injecter des données, mais on aurait pu injecter, par exemple, lui donner des photos pour les classer, par exemple, chat, chien, lapin, etc. Donc maintenant, on va, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement créer, donc, on va passer à la classification proprement dite. Donc on va transmettre au réseau de neurones une très grande quantité de données, et non pas 11 comme on a fait avec le test. On va commencer vraiment à l'utiliser, puisque la précision est de 1 et les pertes sont faibles. On va commencer à l'utiliser. Donc on va lui faire passer un très grand nombre, une très grande quantité de données.
Ce sont des points, toujours, des points X et Y, hein, avec donc des points, tout simplement, sans les étiquettes, bien sûr, c'est pas l'entraînement ou le test, on va lui donner des coordonnées, donc des points, avec leur X et leur Y, sans savoir à quelle classe ils appartiennent, bien sûr, et à ce moment-là, normalement, le réseau va nous informer de la classe de chaque point. Donc pour ce faire, on va créer un tableau, on va simuler des données, donc expérimentales, donc comme c'est des données, des observations réelles. On va les faire passer donc à notre modèle. Donc on va créer un tableau avec des nombres aléatoires. On va créer 1000 points en deux colonnes. De colonne de X, colonne de Y. Donc on va avoir un tableau avec la forme 1000 fois 2. Donc au total, 2000 points. Donc on va multiplier chaque valeur aléatoire par 3. En tous les cas, ça c'est les données à expérimenter, à classer. Donc on va les faire passer à notre modèle. Donc là j'ai créé et je vais afficher donc ces points. Donc 1,17. Le premier point, il a le X, les coordonnées X 1,17 et Y 1,5. Donc est-ce qu'il va le classer en la première classe ou la deuxième classe? On va voir après. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Bien sûr, n'oubliez pas, pour avoir des résultats interprétables, donc on va convertir, on va ajouter une couche de réseau. C'est la couche softmax à la fin, bien sûr, sans recompiler notre modèle. Donc on va l'ajouter pour avoir une sortie de probabilité et des données interprétables. Donc pour cette raison, je vais créer un nouveau modèle. Donc je vais lui donner le nom de probabilité modèle égale toujours Keras séquentiel, comme si je vais créer les couches de début, mais cette fois-ci, je ne vais pas créer à partir de zéro. Donc je vais pas recompiler mon modèle, je vais juste lui ajouter la couche à la fin. Donc j'utilise le modèle point et layer softmax pour ajouter cette couche de réseau de neurones. Et de cette façon, normalement, notre modèle va nous sortir des valeurs de probabilité, une sortie de probabilité. Donc on va faire maintenant la prédiction. Donc la prédiction avec la fonction prédict sur notre modèle probabilistique. Voilà, de probabilité. Donc je vais sauvegarder le résultat de prédiction dans une variable predict. Ensuite, je vais l'afficher. Donc la variable prédiction égale probabilité modèle point la fonction predict et je vais lui faire passer les données expérimentales qu'on a déjà créées, donc qui contiennent 1000 lignes avec des X et des Y. Donc j'exécute la prédiction. Très bien, c'est bon, c'est terminé. Normalement, il a classé chaque point dans une classe. Alors pour voir le contenu de prédiction, je vais exécuter donc cette variable et normalement là il m'a donné des prédictions pour chaque point de mes données expérimentales. Par exemple, le premier point, j'ai comme valeur, donc il a comme X 1,17 et Y 1,57. Ok, donc dans quelle classe il l'a classé? Donc il a choisi à mettre dans quelle classe? Donc normalement, d'après les résultats de prédiction, il a choisi pour le premier point la classe 1. Pourquoi? Parce que, question probabilité, il a choisi presque 1, donc 100%, donc 0,99, c'est presque 1, donc le 1, ça veut dire 100%. Donc à 98%, il a classé le premier point dans la première classe. Pourquoi dans la première classe? Parce que cette partie c'est la première classe, cette partie c'est la deuxième classe. Donc si ce chiffre est plus grand que ce chiffre, ça veut dire que ce point appartient à la première classe. Par exemple celui-là, ça c'est le troisième à partir de la fin, ça veut dire celui-là. Et bien il a classé dans la deuxième classe, voilà, à 92%. Dans la deuxième classe et non pas là, la première classe est à 7%. Donc normalement à 92% qui va la remporter. Donc ce point là
il fait partie de la deuxième classe. Voilà. Mais pour afficher seulement l'entrée du premier élément, donc je vais choisir prédiction 0. Donc affiche le premier élément de tableau de prédiction. Voilà. Donc, et pour afficher réellement, donc pour éviter d'afficher des probabilités, pour afficher est-ce que c'est la première ou la deuxième classe, donc n'oubliez pas, la première classe c'est l'indice 0, la deuxième classe c'est l'indice 1. Qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, tout simplement, je vais utiliser la fonction np-argmax. Donc, np-argmax, qu'est-ce que fait? Donc, elle fait quoi cette fonction argmax? Elle va prendre ce tableau, prédiction 0, et elle va prendre chaque chiffre. Elle va l'arrondir. Ça veut dire quoi l'arrondir? S'il est proche de 1, elle va le transformer, donc elle va le convertir en 1. Et s'il est proche de 0, elle va le convertir en 0. Donc ça, c'est proche de 1, elle va afficher 1. Ça, c'est proche de 0, elle va afficher 0. Ensuite, elle va prendre le plus grand nombre. Donc, voilà. Argmax, elle prend le plus grand nombre entre les deux, c'est ça, entre les deux, elle prend le plus grand nombre. Donc, dans notre exemple, elle va prendre celui-là. Ensuite, elle va l'agrandir, l'arrondir plutôt. Donc, l'arrondir, ça veut dire elle va enlever la virgule pour le rendre un nombre continu, plutôt un nombre discret. Donc, 0 ou 1. Ou 2 ou 3. Pour notre cas, c'est soit 0, soit 1. Donc, elle va prendre ce nombre, ce chiffre, et elle va l'arrondir. Il est proche de 1, donc elle va le remplacer par 1. Donc, normalement, ici, le résultat, ça va être la classe 0. Pourquoi? Parce que c'est la classe 0, c'est-à-dire la première classe, qui a le plus grand nombre. Donc, lorsque j'exécute, voilà, elle a affiché 0. Donc, je répète, pourquoi elle a affiché 0? Tout simplement, elle a pris la partie qui contient, donc argmax, elle prend la partie qui contient le plus grand nombre. Ça, c'est la partie 0, et ça, c'est la partie 1. Si, par exemple, ce chiffre était là, elle va prendre la partie 1. Ça, c'est la partie 0, ça, c'est la partie 1. Elle va prendre la partie 1, et elle va l'afficher. OK? Donc là, elle a pris la partie 0 et elle a affiché 0. Voilà. Donc au final, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le premier élément de mes données expérimentales, le premier élément, cet élément-là, ce point-là, il fait partie de la première classe. Voilà. Si par exemple je prends un autre exemple, je prends celui-là. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire prédiction -1. Prédiction -3 plutôt. Voilà. Donc vous voyez, prédiction -3, c'est ce chiffre-là. Voilà, c'est celui-là. C'est le troisième à partir de la fin. -3, ça veut dire que je vais commencer par la fin et compter 1, 2, 3. Très bien. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais utiliser la fonction argmax -3. Normalement, il va afficher 1. Très bien. Pourquoi? Parce que tout simplement, il a pris le plus grand nombre qui est placé dans la deuxième partie et non pas la première partie. Elle a pris le 0,92. Et 0,92, il est placé dans la deuxième partie. La deuxième partie, c'est la classe dont l'indice est 1. Ça veut dire deuxième classe. Donc, c'est pour cette raison qu'il a affiché 1. Le 1, ça veut dire qu'il a pris la deuxième position et non pas la première position. Et la deuxième position, c'est la deuxième classe. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va afficher un graphique plutôt un graphique pour comprendre le jeu de données, comment il a classé le jeu de données. Pour cette raison, qu'est-ce qu'on va utiliser? On va utiliser PyPlot, toujours. Donc, le jeu de couleurs, ça va être quoi? Ça va être le résultat de prédiction. Le résultat de prédiction, ça veut dire quoi? Ça veut dire les prédictions de nos... voilà, les prédictions de tous les variables. Donc, voilà, celui-là. Prédiction qui contient le classement de chaque point dans notre jeu de données Experience Features.
il va prendre toutes les lignes de la colonne numéro 2. On aurait pu afficher toutes les lignes de 0 ou de 1. Donc ça va influencer sur la couleur de départ et la couleur de fin. Donc vous pouvez choisir soit 0, la colonne 0 ou la colonne 1. Si on prend par exemple la colonne 1, il va normalement commencer par une couleur foncée, ensuite couleur claire. Si vous prenez par exemple 2.0, ça veut dire la première colonne, donc il va commencer par la couleur claire, ensuite la couleur foncée. En tous les cas, voilà, ensuite qu'est-ce qu'on va faire? On va afficher un nuage de points. Les X, ça va être bien sûr toutes les lignes de de nos données caractéristiques. Ça c'est les X, donc ça veut dire les lignes. Donc on va prendre toutes les lignes de la première colonne. Et le Y, ça va être toutes les lignes de la deuxième colonne. C'est logique. La première ligne, c'est ça. Les X, c'est ça. C'est les premiers chiffres de chaque point. Donc c'est les X. Et le deuxième, le Y, c'est tout ça. Donc c'est la deuxième colonne. Donc toutes les lignes 0, ça veut dire toutes les lignes de la première colonne, ça va être les X. Et toutes les lignes de la deuxième colonne, le 1, ça veut dire deuxième colonne, ça va être les Y. C'est logique. Voilà. Ensuite, le jeu de couleurs, on va utiliser bien sûr YC qui est quoi? Qui est les prédictions pour tous les points. On va afficher la taille 50 des points et l'alpha 1, en tous les cas transparence. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va afficher tout simplement un graphique qui contient non pas deux couleurs distinctes, un dégradé. Ça veut dire quoi? Je vais exécuter. Ça veut dire que les points qui se trouvent ici sont vraiment avec une couleur foncée uniforme. Et les couleurs qui sont là sont en couleur claire jaune uniforme, la même couleur. Donc ça, ils font partie, tous ces points, ils font partie de la première classe et tous ces points, ils font partie de la deuxième classe. Le dégradé qui se trouve entre les deux, ça veut dire qu'il y a des probabilités presque 50-50. Donc le modèle nous dit que là, c'est clair. Ça, c'est la première classe, ça, c'est la deuxième classe. Et ça, c'est entre la première et la deuxième classe, c'est pas sûr. Voilà. Pourquoi il a fait ça? Donc là, on n'a pas utilisé une classification binaire. Ça veut dire que on n'a pas pris le point et dire que non, il appartient à la première classe ou la deuxième classe. Non. Là, on a ça, c'est une classification non binaire. Ça veut dire qu'il y a des points qui ne sont pas sûrs s'ils font partie de la première ou la deuxième, sont proches de la première et la deuxième classe. Voilà. Voilà, c'est ça. Donc maintenant que voilà, donc c'est expliqué ici. Donc au lieu d'analyser point par point de manière textuelle, il existe un moyen graphique et visualiser le résultat. Voilà, c'est ça la prédiction. Dans le nuage de points précédent, donc on a vu le point de nuage précédent. Donc celui-là, normalement, c'est celui-là au début. Hein, au début, voilà. Là, c'est binaire, ça veut dire deux couleurs distinctes. Je parlais de ça. Donc, dans les nuages de points précédents, vous avez classé des points du plan cartésien avec deux couleurs, jaune et violet. Ok? Donc, c'est binaire. Maintenant, vous avez considéré la probabilité d'un point appartienne à ces deux classes. Une probabilité, ça veut dire que si c'est proche de 1, ça veut dire qu'il fait partie de la première. Si c'est proche de 0, ça veut dire qu'il fait partie de la première classe. Si c'est proche de 1, ça veut dire qu'il fait partie de la deuxième classe. En tous les cas, maintenant que vous avez considéré la probabilité qu'un point appartienne à ces deux classes, pour toutes les probabilités intermédiaires, hein, une couleur intermédiaire du gradient sera affichée. Voilà. Elle passera du jaune, hein, au violet ou le compte. Donc j'aurais pu faire ça. Hein, ici 0, exécuter, ça va être du jaune. Voilà. Elle passera du jaune au violet selon sa proximité avec l'une des deux classes. Donc il y a du vert, clair, du vert foncé, du vert qui est proche du violet, etc. Donc ça sont des points qui vont dire que voilà, ce point, il est proche de cette classe, ce point, il est proche de sa classe, ce point, il est entre les deux classes, voilà. Donc il y a des probabilités. Donc on ne parle pas de 1 et 0. On parle de 1%, 90%, 80%, 60%, ça c'est 50%, ça c'est 60%, ça c'est... Voilà. Donc,
Donc si j'affiche les probabilités, donc le jeu de couleurs, voilà les résultats. Vous voyez le résultat, donc, bon, bien sûr, multiplié fois 10 puissance moins 1. Donc 0, ça c'est 0,9. On a par exemple 0,2. 0,2 c'est la deuxième classe. On a par exemple 0,5. Donc 0,5 ça se trouve ici. Donc ce sont des probabilités. Alors, maintenant qu'est-ce qu'on va faire? On va éviter cette probabilité. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire on va prendre le jeu de couleurs, les probabilités de prédiction, et on va les arrondir. Donc arrondir, ça veut dire soit, donc il n'y a pas de entre, soit 0, soit 1. Voilà, soit la première classe, soit la deuxième classe. Pour cette raison, on va utiliser bien sûr une fonction qui est np-round. On va l'appliquer sur le jeu de couleurs. Donc au début, le jeu de couleurs, on lui a passé des prédictions de probabilité avec des valeurs de probabilité. Ok, ça veut dire entre et entre. Donc il y a le 50%, il y a 60%, 40%. Maintenant, on va passer ces prédictions dans une fonction round de NP. Donc cette fonction, elle va arrondir. Donc si c'est proche de 1, elle va mettre 1. Si c'est proche de 0, par exemple, si on a 0,85, cette fonction, elle va le transformer en 1. Si on a un 0,23, elle va le transformer en 0. Pourquoi on fait ça? Eh bien, tout simplement pour avoir une classification binaire. Là, on va utiliser la même chose. Donc, on va afficher les x et les y de chaque point. J'exécute et vous allez voir que là, on a vraiment deux classes bien distinctes, bien catégoriques, bien claires. Il n'y a pas de valeurs intermédiaires. Voilà. Donc tout ça, c'est juste pour voir visuellement comment notre modèle a classé les caractéristiques, les points qu'on lui a fait passer. Donc, il les a classés de cette façon. Par exemple, un point de 0,5, ça va tomber ici. Voilà. Maintenant, on va revenir à notre sixième point qu'on a parlé au début. Donc, notre sixième point, c'est ça. Donc, voilà, x, y. Donc, voilà. Donc, le sixième point, c'est celui-là. D'après son étiquette, d'après l'étiquette avec laquelle le modèle s'est entraîné, normalement, ce sixième point, il appartient à la première classe. Le 1, il est positionné dans la partie gauche et non pas la partie droite. Si le 1 est positionné dans la partie droite, ça veut dire que c'est la deuxième classe. Mais notre sixième point, c'est celui-là. Il est classé dans la première classe. Ok? Très bien. On va afficher maintenant dans un visuel graphique ces points-là avec leurs étiquettes, leur classification. Donc toujours, voilà, les 6 premiers. Donc les 6 premiers points, c'est la classe 0, donc la première classe, et les 5 prochains, 5 autres points, c'est la classe 1. Voilà, donc je vais afficher, je vais enlever ça, donc c'est pas nécessaire, c'est pas important. Donc je vais afficher les x et les y pour chaque point. Le x c'est ça, le y c'est ça, voilà. Et le jeu de couleurs YC. Très bien. Alors, remarquez bien que le sixième point, 2,5, 1,5, celui-là. 2,5, 1,5. Si le sixième normalement, il est classé dans la première classe. Hein? Donc, il lui a donné la couleur violet, bien sûr, la première classe. Tous les points de la première classe ont la couleur violet foncé. Et tous les points de la deuxième classe ont la couleur jaune. Donc, d'après les données, ce point, le sixième point, il fait partie de la première classe. Mais visuellement, le sixième point, il fait partie de la deuxième classe. Alors maintenant, on va tester notre modèle après entraînement, puisqu'il est performant, on peut compter sur lui, on va voir est-ce qu'il va corriger ça. Donc on va faire passer le input x, ça veut dire les points dont le sixième point fait partie, dans notre modèle. Donc, et voir
pour voir les prédictions de notre modèle concernant ces données, ces points-là. Avec le sixième point, qui est visuellement, normalement, il fait partie de la deuxième classe et non pas la première classe. Alors, je vais exécuter les prédictions, c'est bon. Maintenant, je vais afficher le tableau de prédiction, de probabilité, bien sûr. Voilà. Je vais afficher le sixième point qui nous concerne. Donc, le sixième point, il a un indice de 5. L'indice 5, tout simplement, c'est l'indice 0, 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, le sixième point a un indice de 5. Donc, je vais afficher ces probabilités dans le tableau de prédiction. Donc, je vais écrire prédiction de, bien sûr, c'est une nouvelle variable pour ne pas mélanger avec la première prédiction. Donc, prédiction de entre crochet 5, ça veut dire affiche les prédictions, les probabilités, le résultat de prédiction du sixième point. Très bien. Alors là, on a 0,08, ça veut dire 8%. Et là, on a 0,91, ça veut dire 91%. Donc les 91% sont positionnés dans la deuxième partie. Ça veut dire la deuxième classe et non pas la première classe. Donc normalement, si je fais passer ça dans la fonction argmax, elle va me donner un 1, ça veut dire la deuxième classe. Si c'est 0, donc ça veut dire la première classe. Donc 1, ça veut dire première classe. Ah, donc normalement, il a deviné que le sixième point, il fait partie de la deuxième classe. Donc visuellement, normalement, le modèle, il va corriger ça. Est-ce qu'il va corriger ça? Normalement, il va lui donner la couleur jaune. Donc je vais utiliser le jeu de couleurs. Ok, le jeu de couleurs. Donc je vais utiliser les prédictions pour colorer chaque point avec ses probabilités, son classement. Et je vais arrondir pour avoir vraiment deux classes différentes, bien claires. Ils n'ont pas des probabilités pour ne pas avoir le dégradé. Donc la première classe avec une couleur unie et la deuxième classe avec une autre couleur unie. Et je vais afficher bien sûr les points avec les X et les Y. Les X c'est la première colonne de chaque point. La première colonne de chaque point, voilà. Première colonne, ça c'est les X et ça c'est les Y. J'exécute et voilà, le point est devenu jaune. Voilà, donc il a bien deviné son appartenance à la deuxième classe. Parce que si c'est à travers les étiquettes, c'est classé dans la première classe, mais visuellement, il appartient à la deuxième classe. Donc le modèle a bien fait son travail.